Bonjour à tout le monde, je suis Johannes Angermüller. J'ai le plaisir d'ouvrir cette séance en disant quelques petits mots sur Discordnet. C'est un séminaire francophone avec Discordnet, avec les collègues de Paris, Christine Baratz, Luciana Radoudkari et Marc Lady. On organise des rencontres tous les mois avec des chercheurs en analyse du discours. Et si vous voulez bien suivre les activités, il faudrait s'inscrire dans le séminaire. Et j'imagine que vous l'avez tout fait. Donc, je ne vais pas pu dire. Et, euh, et juste, présenter Julia Bou, c'est notre experte, notre collègue d'aujourd'hui. C'est un grand plaisir de t'avoir ici, Julie. Tu as un parcours très intéressant de linguistique entre Marseille et Paris et maintenant Turin. Tu es actuellement Assistant Professor in French Linguistics à Turin et tu continues ton travail sur le genre et la linguistique et le discours. Euh, voilà. Je vois que tu as publié ta thèse, j'imagine. C'est ta Plus thèse? ou moins, oui, un peu amélioré, disons. Mais oui. Oui. Et en fait, bon, c'est le titre, je vais le dire parce que ça a l'air très intéressant. C'était... Ouf, c'est un CV vraiment costaud, très impressionnant. Et, euh, et voilà, c'est Tenir sa langue, le langage, lieu de lutte féministe de 2022. Et avec un très grand plaisir de t'avoir ici. J'ai vu un peu tes activités sur les années. Tu as aussi tu as cofondé ou fondé la revue GLAD. Tu as publié beaucoup de choses, surtout autour du genre et le langage. Et donc aujourd'hui, tu vas présenter chez nous. C'est un honneur. Merci. Donc je te laisse, je te laisse présenter ton travail. Merci. Ben, merci beaucoup de cet accueil, de cette invitation. Je suis ravie, moi aussi, d'être là aujourd'hui. Et aujourd'hui, je ne vais pas parler de genre parce que, disons qu'après quelques années, voilà, j'ai envie d'ouvrir un peu de nouvelles pistes. Et du coup, je commence par m'excuser un peu par avance un peu du manque de maturité de ce que je vais présenter parce que c'est la première fois que je parle sur ce sujet. Donc, c'est pas encore très digéré, quoi. C'est encore un petit peu euh, embrouillant. Alors, je vais commencer par partager l'écran. Alors là, est-ce que vous voyez le plein écran ici? Oui, c'est bon. Oui, très bien, super. Alors, pardon. Hop. Et pardon, je m'organise un petit peu. Voilà. Donc, voilà, je commence par déclarer un caractère inachevé de ce travail sur les traces discursives et les effets politiques de la colonisation dans les textes de loi pour le contexte français contemporain. Euh, En fait, après avoir constaté des traces discursives des colonies et de la colonisation dans les discours légaux et juridiques contemporains, je me suis demandé quelle pouvait bien être alors, pourquoi ça ne marche pas? Si. La signification politique de ces traces et, euh, plus précisément, je me suis demandé pardon, je jongle un peu entre les deux écrans, en fait, je vais m'habituer, comment la notion de colonie pouvait avoir un effet juridique dans un État qui officiellement n'a plus de colonie. Et j'ai donc cherché à retracer ces significations légales contemporaines de la notion de colonie pour éclairer des dynamiques coloniales actuelles en se concentrant sur les effets donc légaux et juridiques. Alors, cette question, évidemment, elle part d'un postulat, un postulat qui est que le monde dans lequel nous vivons est un monde postcolonial, au sens où il est tout entier façonné par l'entreprise coloniale des derniers siècles, que ce soit au niveau sémiotique, économique, social, politique ou des relations internationales. Et donc, en partant un petit peu de la matière sémantique de la colonisation, euh, il s'agit de voir les emplois actuels qui sont en circulation dans ce monde supposément décolonisé. Alors, en réalité, ça ouvre de nombreuses questions. D'un point de vue socio-historique, quelles sont les conséquences des configurations politiques passées
en l'occurrence là le fait colonial, sur les décisions juridiques présentes et plus largement comment le droit en fait prend en compte sa propre dimension historique. On peut penser cette question, il me semble, en suivant Ginsberg en termes de traces et de paradigmes indiciels. D'un point de vue que j'ai nommé casuistique, je ne suis pas encore sûre que ce soit le bon terme, mais si le droit est un rapport entre la catégorie et le particulier, comment une catégorie comme colonie peut continuer à produire des effets alors même qu'elle est officiellement vide? Là, il s'agit en fait de chercher à comprendre comment, d'un point de vue discursif, la loi affronte ou bien éventuellement répond à la contradiction entre en fait l'exigence d'une univocité qui vise à réduire la marge de manœuvre interprétative des acteurs notamment juridiques, et l'exigence casuistique de proposer des catégories suffisamment générales pour pouvoir concerner le plus grand nombre de possibilités et de cas particuliers, ce qui est le problème plutôt du législateur. Cette seconde question, elle est particulièrement intéressante, il me semble, à propos de la colonisation, parce que la loi, qu'il s'agisse des décrets ou des jurisprudences, je reviendrai là-dessus, doit régulièrement faire avec des textes anciens qui mentionnent une configuration politique qui n'existe plus sous ce nom. Et cette apparente anomalie de devoir parler donc dans le langage officiel de l'État de colonie dans un monde où il n'y a plus de colonie permet de faire apparaître de quelle façon la colonisation en fait participe encore à fonder le droit, mais d'une manière presque silencieuse, tout en nécessitant de perpétuelles requalifications et reformulations. Et enfin, d'un point de vue politique, quels sont les usages, s'il y en a, de cette utilisation juridique contemporaine des colonies? Est-ce que c'est une logique de travail mémoriel? Est-ce que c'est une logique de réparation? Ou est-ce que c'est une logique d'assujettissement? Alors évidemment, je ne serai pas en mesure aujourd'hui de répondre complètement à toutes ces questions, mais je me propose de commencer à les discuter. Alors voici comment sera structurée la présentation. Je vais commencer par brosser un aperçu historique de la colonisation française jusqu'à la question coloniale dans le contexte contemporain, puis je ferai une brève synthèse des problématiques reliant langue et loi. Alors évidemment, c'est deux sujets énormes que je vais simplement brosser. Et outillé de ces éléments, je présenterai le corpus élaboré pour ce travail en montrant un peu les grandes lignes qui ressortent et quelques cas de jurisprudence qui me semblent significatifs. Alors, l'ampleur du fait colonial est tellement immense à tout point de vue qu'il paraît effectivement un peu dérisoire d'essayer d'en faire une synthèse rapide, mais je vais quand même donner quelques éléments historiques, sociaux et politiques pour saisir les grandes lignes. Alors, la carte que vous voyez représente tous les espaces qui ont été colonisés par un empire français entre 1534 et 1970. Donc en fait, c'est une superposition diachronique. Et bon, bien sûr, on voit qu'elle ressemble beaucoup à la carte de la francophonie, cette carte, mais ça, je ne m'arrête pas sur ce point. Et comme on le sait, historiquement, le discours colonisateur français s'est justifié et va se justifier notamment au nom d'une mission civilisatrice. Alors pour montrer un exemple, j'ai repris de Françoise Douay un discours de Jules Ferry à l'Assemblée nationale en 1885, dans laquelle, en fait, dans ce discours, dans lequel il demande la création de crédits pour les expéditions militaires outre-mer en 3 points. Il a trois points argumentatifs. Un point économique en disant que la fondation d'une colonie, c'est la création d'un débouché. Un point politique en disant que sans expansion vers l'Afrique ou vers l'Orient, la France perdrait sa prépondérance au sein des nations européennes, mais aussi un point civilisationnel, et c'est celui qui est dans ce texte que je vous propose qu'on parcourt, parce que vous allez voir qu'on va en trouver des résonances plus tard. Donc, un second point que je dois aborder le plus rapidement possible, croyez-le, c'est le côté humanitaire et civilisateur de la question. Donc là, il s'oppose à son adversaire Camille Pelletan, qui lui dit qu'est-ce que c'est que cette civilisation qu'on impose à coups de canon? Qu'est-ce que c'est sinon une autre forme de barbarie? Est-ce que ces populations de race inférieure n'ont pas autant de droits que vous? Ne sont-elles pas maîtresses chez elles, etc. Jules Ferry répond, je n'hésite pas à dire que ce n'est pas de la politique, cela, c'est de la métaphysique politique. Euh, et il va soutenir cette thèse en prenant l'exemple de Brazza. Je passe au deuxième paragraphe. Vous nous citez toujours l'exemple de la politique coloniale de M. Brazza, qui a pu être accompli, qui a pu accomplir son œuvre civilisatrice sans recourir à la force, et c'est un apôtre, il paye de sa personne. Euh, mais, et je passe à la partie en gras, qui peut dire qu'à un moment donné, les populations noires, parfois corrompues, perverties par des aventuriers, par d'autres voyageurs, par d'autres explorateurs moins scrupuleux, moins paternels, moins épris de moyens de persuasion que notre illustre de Brazza, qui peut dire qu'à un moment donné, les populations n'attaqueront pas nos établissements? Que ferez-vous alors? Vous ferez ce que font tous les peuples civilisés et vous n'en serez pas moins civilisés pour cela. Vous résisterez par la force et vous serez contraint d'imposer pour votre sécurité, votre protectorat à ces peuplades rebelles.
je passe, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Et il continue, parce que là, les contradicteurs, du coup, l'interpellent. Vous osez dire cela dans le pays où ont été proclamés les droits de l'homme, c'est la justification de l'esclavage, etc. Ferry répond, si la Déclaration des droits de l'homme a été écrite pour les Noirs de l'Afrique équatoriale, alors de quel droit allez-vous leur imposer les échanges et les trafics? Donc en fait, il essaye de mettre en cohérence la dimension civilisationnelle et la dimension économique en reprochant à ses adversaires de séparer les deux. Voilà. Je passe pas plus de temps sur ce texte, et juste pour qu'on ait en tête le type d'arguments sur lesquels a pu se fonder la politique coloniale française. Alors, de même que l'empire colonial britannique continue à exister sous la forme du Commonwealth, l'empire colonial français a aussi une existence contemporaine, notamment au moyen de deux dimensions, une continuité institutionnelle et étatique avec les dom-toms et une continuité, disons, économique et politique avec la France-Afrique. La continuité la plus directe, la plus institutionnelle et la plus officielle de la colonisation française, elle est donc incarnée par les DOM-TOM, les départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer, qu'on appelle aussi les Outre-mer ou la France d'outre-mer, récemment qui ont été changés de dénomination. C'est en fait aujourd'hui des DROM-COM, des départements et régions d'outre-mer et collectivités d'outre-mer, mais l'appellation DOM-TOM demeure dans l'usage. Il s'agit en fait de colonies qui ne sont pas indépendantes et qui appartiennent encore à la France. Ces espaces constituent donc soit des possessions, soit des positions stratégiques pour la France et se répartissent dans tous les océans du monde. Donc je les rappelle ici, je suppose que c'est connu de tout le monde, mais pour qu'on les ait bien en tête, donc dans l'espace caribéen, sud-américain, nord-américain, de l'océan Indien, l'espace océanique Pacifique Sud et les terres australes. Alors là aussi, je suppose que la situation sociale est connue de vous dans ces espaces, mais je me permets simplement de rappeler quelques faits qui dessinent le paysage en prenant quelques exemples. Par exemple, aux Antilles et en Guyane, une situation économique et sociale extrêmement tendue, puisque l'alimentaire est 38% plus cher en Martinique qu'en France métropolitaine et 34% plus cher en Guadeloupe. Il y a eu beaucoup de scandales sanitaires avec l'affaire, par exemple, du chlordécone, qui était un pesticide qui a été interdit très tôt en Hexagone, mais qui a continué à être autorisé par l'État dans les bananeries antillaises. On considère en 2014 que 90% des Guadeloupéens et des Martiniquais étaient toujours imprégnés. Je passe sur d'autres scandales sanitaires qui sont assez récurrents. Et de plus, se joue un contrôle de la population qui est plus répressif. Et on voit par exemple cet extrait de journal de France Info où en Guyane, la police entre dans les salles d'école pour fouiller les sacs des élèves. Et on imagine bien que en France métropolitaine, le scandale que ferait une telle intervention. Euh, J'avais mis un exemple sur la Nouvelle-Calédonie, mais je vais passer pour aller un peu plus vite. Pour donner un autre exemple, dans une autre zone géographique, l'exemple de Mayotte. Mayotte qui est dans l'archipel des Comores et qui était colonisé par la France. Donc tout l'archipel était colonisé jusqu'en 74. Puis en 74, un référendum est organisé. Trois des quatre îles votent pour l'indépendance, à l'exception de Mayotte qui va rester française. Et là, récemment, on a eu un exemple de politique coloniale contemporaine avec l'opération Wambushu. Donc on note le choix du nom en maoré. C'est une opération militaro-policière française en cours depuis le 24 avril 2023 qui vise à expulser les étrangers en situation irrégulière, à détruire les bidonvilles et à lutter contre la criminalité. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les gens circulent sur l'archipel, mais toutes les îles de l'archipel n'ont pas le même statut. Et donc la France va réagir comme une entrée de personnes illégales sur son territoire. Alors, juste pour vous donner une idée de dans quels termes se passe la discussion. Est-ce que je peux lancer ça? Donc, c'est le président du département ou de la région, je ne sais plus, de Mayotte, qui justifie cette opération en embauche. Les gamins qu'on voit de loin, enfin, c'est même pas des gamins. Moi, je refuse d'ailleurs qu'on emploie ces termes-là, jeunes ou gamins. C'est délinquants, c'est voyous, c'est terroristes. Il faut, à un moment donné, il faut peut-être en tuer. Je pèse mes mots. Il faut peut-être en tuer pour qu'ils Non, qu ça, qu je ne peux puissent pas pas. vous laisser dire Oui, ça comme oui, non, vous ne pouvez pas me le laisser. Mais s'il n'y en a pas un qui est tué, il y en aura toujours ça. Non, d'autres non. qui vont oser On peut tenter à dire tuer ça des quand même policiers. Non, mais sur s'ils une tuent des policiers, télévision la publique. On ne légitime peut pas défense, elle est dire où ça. là-dedans? Voilà, donc on voit disons, discursivement, le poids des vies qui n'est pas tout à fait le même. Et donc, Les gamins qu'on voit pardon, de si loin, j'arrive à enfin, passer. c'est même pas.
le fait que l'espace colonial français va servir en fait d'espace répressif et d'expérimentation de maintien de l'ordre. L'autre dimension disons, l'autre continuité coloniale française, c'est la France-Afrique. Donc la France-Afrique, c'est principalement, ça désigne les relations postcoloniales de la France sur l'espace de l'Afrique subsaharienne. Alors, le système de la France-Afrique a plusieurs caractéristiques. C'est une politique étrangère française, mais sur un mode discrétionnaire, qui fonctionne avec des fonctionnaires ou des attachés techniques, avec une ingérence, y compris militaire, dans les affaires intérieures des pays concernés et des liens financiers entre les régimes du pays et les partis politiques français. Je m'arrête pas longtemps sur la France-Afrique parce que dans la mesure où elle n'est pas, disons, officiellement, explicitement, encore aujourd'hui, institutionnalisée, on n'aura pas les termes de colonisation dans l'espace juridique. Donc, c'était simplement pour mentionner que ça fait partie d'une des continuités coloniales. Mais par ailleurs, la continuité coloniale, elle se voit bien aussi dans la continuité des discours présidentiels de Mitterrand à Macron, en fait, où on va voir un peu les mêmes types d'arguments qui reviennent. Donc, voici un discours de 1990 de Mitterrand. Vous avez parlé, Majesté, des maux dont souffre l'Afrique. Chacun le sait, ils sont nombreux. Cela repose sur des réalités difficiles, parfois angoissantes. La crise est d'abord économique, elle s'aggrave sans cesse. Vous savez que la production par tête diminue chaque année, que la part de l'Afrique dans la concurrence mondiale recule, que les investissements se font rares, qu'ici ou là, la famine ressurgit, la dette s'alourdit. Bref, on est installé cruellement dans le cycle infernal d'aide sous développement et la population croît. Sarkozy, dans le discours de Dakar, dira: la réalité de l'Afrique, c'est une démographie trop forte pour une croissance économique trop faible. La réalité de l'Afrique, c'est encore trop de famine, trop de misère. C'est le développement qui ne va pas assez vite, l'agriculture qui ne produit pas assez, le manque de routes, le manque d'écoles, c'est le manque d'hôpitaux. Et par ailleurs, Sarkozy continue: le colonisateur est venu, il a pris, il s'est servi, il a exploité, pillé des ressources, des richesses, donc là c'est la concession, mais je veux dire avec respect qu'il a aussi donné, il a construit des ponts, des routes, des hôpitaux, etc. Et Macron va poursuivre le discours d'abord en 2007, en Algérie, il y a eu la torture, mais aussi l'émergence d'un état de richesse, de classe moyenne, c'est la réalité de la colonisation. Il y a eu des éléments de civilisation et des éléments de barbarie, donc toujours sur ce modèle concessif. Et il redira en 2023 cette idée avec une sortie qui a été extrêmement polémique, où il a comparé la colonisation de l'Algérie à une histoire d'amour qui a sa part de tragique. Donc là, on voit bien la continuité argumentative en fait avec le discours de Jules Ferry qui finalement n'a pas tant changé puisqu'on a toujours cet argument civilisationnel. Alors, avec cet aperçu très partiel, j'espère avoir quand même montré des traces de la persistance coloniale aujourd'hui, c'est-à-dire le fait qu'il y ait encore des colonies françaises et à quel point les différentes dimensions de cette persistance coloniale se jouent et sont articulées entre niveau institutionnel et juridique, au niveau de la considération des personnes et de la reconnaissance de la dignité à géométrie variable, pardon, au niveau géopolitique avec la France-Afrique, mais aussi au niveau idéologique avec les discours présidentiels. Or, comme l'écrit le juriste Kourouma, la barbarie perpétrée en Afrique et ailleurs à travers le fait colonial peine à recevoir une qualification juridique adéquate et en fait n'est toujours pas qualifiée juridiquement de crime contre l'humanité comme le réclament les personnes. Alors, je cite ici extensivement ce juriste. Les faits, est-ce que je l'ai mis ici? Oui. Les faits ayant symbolisé la colonisation en Afrique ont pour nom, deux points, l'extermination systématique, l'expropriation, l'assujettissement, l'exploitation et par-dessus tout la négation de la dignité humaine. Les chiffres sont atrocement affligeants, environ 30 000 victimes pour la confection du chemin de fer à Brazzaville-Pointe-Noire au Congo, 80 000 victimes lors de la répression des populations malgaches par l'armée coloniale française en 1947, environ 8 000 victimes à Sétif en Algérie en 1945, plus de 60 000 victimes au Cameroun entre 1950 et 1960, sans oublier le massacre de Tiaroy au Sénégal en 1944, etc. À l'opposé de ce bilan macabre et inhumain, certains avantages sont évoqués, et on l'a vu dans le discours de Sarkozy, de Macron, la construction des routes, des hôpitaux, des écoles, etc. On évoque même une mission de civilisation. À cela répond, c'est Aimé Césaire qui répond en disant: on me parle de progrès dans son discours sur le colonialisme, de réalisation, de maladies guéries, de niveaux de vie élevés au-dessus d'eux-mêmes. Moi, je parle de sociétés vidées d'elles-mêmes, des cultures piétinées, d'institutions minées, de terres confisquées, de religions assassinées, de magnificence artistique anéantie, d'extraordinaires possibilités supprimées. Je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir.
Donc, partant de ce constat, avec Kourman, on peut se demander pourquoi la colonisation n'est pas qualifiée de crime contre l'humanité. Pour que la colonisation soit un crime contre l'humanité, il faut qu'elle constitue un des actes prévus par les textes. Et en l'état actuel des statuts de la Cour pénale internationale, les déportations de population, les meurtres, les emprisonnements, la réduction en esclavage sont potentiellement constitutifs de crimes contre l'humanité, sous couvert que ces actes aient été menés de façon systématique et contre une population civile. Donc, au regard de cette définition, la conquête de l'Algérie ou de l'Indochine, la guerre sanglante au Cameroun, la répression mortelle des peuples à Madagascar, pour ne citer que quelques faits coloniaux, remplissent les critères posés par la Cour pénale internationale. Sauf pour l'Algérie, puisque les crimes ont été amnistiés. Donc, d'un point de vue juridique, la question qui se pose, et j'en arrive plus précisément à la loi, c'est est-ce que c'est la colonisation qui peut être une infraction ou est-ce que ce sont ses conséquences? Et là, on commence à percevoir la difficulté juridique donc à qualifier cette colonisation. En fait, ici, c'est une question casuistique et donc aussi discursive qu'idéologique, puisque la dimension idéologiquement structurante du texte de loi, évidemment, est cruciale. Alors, j'ai donc cherché à voir ce qu'on pouvait trouver autour de la jurilinguistique, ou en tout cas de la linguistique du droit. En réalité, en jury linguistique ou forensique linguistique, j'ai trouvé assez peu d'outils pour penser cette question, dans la mesure où la jurilinguistique se concentre sur les qualifications plutôt retenues dans les délibérations, ou éventuellement comment le linguiste peut faire expert, etc. Là, je cherche plutôt à étudier des décisions de justice qui mobilisent en quelque sorte incidemment la catégorie de colonisation, pas tellement sur le résultat du procès. Je me demande donc plutôt qu'est-ce que le magistrat fait avec des catégories a priori inadéquates ou obsolètes et comment il le fait. Alors, je n'ai pas trouvé de travaux sur la loi ou sur la justice qui adopteraient une dimension anthropologie du langage ou sociodiscursive. Donc, si vous en avez, je suis volontiers preneuse de ces références. Les ressources pertinentes que j'ai trouvées vont se trouver plutôt soit à l'intersection entre philosophie du langage et philosophie du droit, soit dans les travaux de sémiotique juridique. Alors, les débats autour du langage et de la loi sont très polarisés. Pardon, oui, c'est ça. Sont très polarisés entre linguistique formelle, avec les questions de pragmatique, et linguistique cognitive, métaphore, ce qui ne sont pas tout à fait mes cadres, avec quelques travaux de linguistique appliquée, mais voilà. Et dans ces travaux, ce qui est intéressant à observer, c'est que le langage du droit est fréquemment opposé au langage naturel, révélant en fait une vision linguistique assez naïve dans la mesure où si le langage du droit est clairement plus formalisé, il n'a rien d'un langage formel, bien au contraire. Là, est-ce que... Oui, c'est ça. Donc rien de langage formel, puisque là où le langage formel repose sur une univocité artificielle, le langage du droit, au contraire, repose sur un principe d'équivoque qui permet d'appliquer une même loi à différents contextes singuliers. Alors, voici par exemple ce que dit Endicott. Des normes abstraites sont conçues pour contrôler une variété de comportements trop divers pour que l'objectif législatif puisse être atteint par une référence à un critère uniforme et mesurable. Alors, c'est en fait à cette problématique que répond l'un des concepts fondateurs en théorie du droit, et notamment en théorie du langage du droit, qui est le concept de normativité. La normativité du droit, c'est le fait que le droit d'une communauté est, ou alors se présente comme, un guide pour la conduite des membres d'une communauté. Ce sont les divers pouvoirs normatifs que les systèmes juridiques confèrent aux institutions, aux agences et aux personnes. Donc, c'est le pouvoir d'efficacité du texte de loi, on peut dire. Donc, on peut considérer la colonisation comme une institution investie d'un pouvoir normatif passé, qui n'est plus normatif, mais qui continue à produire des effets. Cette question de la normativité, évidemment, elle est au cœur de la dialectique entre droit et langage. Elle va même en fait le définir si on pense le langage juridique comme une production d'actes normatifs. Pardon, je suis en retard sur une slide. De plus, le langage légal utilise la description du monde comme une action normative sur ce monde. Donc pour le langage légal, en quelque sorte, dire le monde ou dire une catégorie, c'est prescriptivement le ou la faire exister. Donc il y a beaucoup de travaux sur cette énonciation descriptive-prescriptive. Mais on comprend néanmoins que sitôt que l'on s'inscrit dans une dynamique historique,
et avec le fait que le fait colonial est officiellement terminé, cette question se complexifie, il ne suffit pas de dire colonie pour être sûr que la colonie existe juridiquement ou qu'elle n'existe pas. Mais avant d'aller plus loin, appuyons-nous sur une définition discursive du droit telle qu'on la trouve chez Wroblewski. C'est l'ensemble des prescriptions édictées par le législateur et leurs conséquences formulées dans le même langage que celui du législateur. Donc là, on a déjà deux idées qu'on va retrouver tout de suite. À ce titre, le droit est un ensemble très complexe de discours et de pratiques dont la production, régie par un ensemble de règles, les unes explicites et les autres non, a elle-même pour effet de régler des rapports sociaux en conférant un sens par avance ou rétrospectivement à ces rapports sociaux. Partant de cette définition discursive, Wroblewski va proposer une typologie qui, comme toute typologie, est toujours un peu limitante, mais permet quand même un cadre de départ. Et il va distinguer 4 types de langage du droit en fonction du statut et du rôle de l'énonciateur. Alors, le premier type de langage, c'est le langage légal, donc le résultat de l'activité du législateur, qui formule les textes des actes normatifs. Les actes normatifs, c'est ceux qui visent la direction de la conduite, si on le dit dans le langage foucaldien, on dirait conduite de conduite, de leur destinataire, donc des règles de conduite, ou de détermination de faits, de situations, etc. En termes rhétoriques, en fait, c'est ce qu'on connaît sous le terme de genre délibératif. Pour des raisons de clarté, là, je vais garder la terminologie de Wroblewski. Deuxième type de langage juridique jurisprudentiel, c'est celui dans lequel on formule les décisions qui relèvent de l'application du droit. Donc en gros, le langage légal, c'est celui de la chambre qui fait des lois. Le langage juridique, c'est la justice qui applique ces lois. La différence donc, entre les deux, c'est l'opposition entre création du droit et application du droit, qui permet donc des descriptions et des évaluations du langage légal. Est-ce que ça s'applique bien dans ce cas? Comment on l'applique, etc. Si bien que Sistac dit que le langage jurisprudentiel impose une déformation normative, puisqu'au cours du procès ordinaire, la normativité s'impose concrètement et individuellement. En fait, elle vient s'actualiser, cette normativité, sur des cas particuliers. En termes rhétoriques, c'est le genre judiciaire. Donc, ce langage juridique fournit des descriptions et des évaluations des textes normatifs. Enfin, il y a deux autres langages qui ne nous concernent pas ici, qui est le langage juridique scientifique, donc qui va être tout le langage de la théorie du droit, et le langage juridique commun, la façon dont les gens en parlent hors du cadre juridique. Alors, de manière intéressante, et malgré sa dichotomie entre langage naturel et langage légal, Wroblewski écrit que le langage légal reste un dérivé du langage naturel sans devenir un langage artificiel. En particulier, deux caractéristiques du langage naturel sont modifiées mais préservées, qui nous intéressent en particulier, le flou et la contextualité du sens. Il écrit plus loin, le problème se pose alors de savoir si dans le langage légal, on peut formuler aussi des expressions complexes qui ne soient pas des normes. C'est le problème des éléments non normatifs, des actes normatifs. Alors ici, on peut raisonnablement se poser la question donc de la normativité de la colonisation dans le langage légal et juridique français. Est-ce que la catégorie colonie elle est présente à titre normatif ou non? Dans la mesure où la loi exprime un devoir-être, se pose alors la question du statut de la présence de cette colonie dans le texte de loi. Est-ce que, pour le reformuler dans ces termes-là, est-ce que le devoir-être de la colonie, le fait que le langage de la loi prescrive son existence en l'énonçant, est un devoir-être passé, mais qui continue à être appliqué juridiquement? Ce qui est plus intéressant de le reformuler comme ça, c'est que ça permet de prendre en compte la dimension historique du droit en dissociant le moment de la formulation de la colonie dans le langage légal du moment de son application dans le langage juridique. Donc le fait qu'on puisse avoir des lois issues de la colonisation qui continuent à être appliquées dans un moment où il n'y a plus officiellement la colonisation. De ce point de vue, la loi joue à la fois sur le plan ontologique et déontologique, puisque les propositions juridiques sont des constructions ontologiques qui fonctionnent de manière normative en transmettant des informations juridiques sur le monde et en disposant à des fins réglementaires, donc déontologiques. Alors, dernier aspect de ces rapports entre langue et loi qui peuvent nous servir pour penser cette question de la colonie, la question, si on en revient à la question du flou et de la catégorie juridique, se pose aussi la question de la définition et de la rigidité de la définition, disons, des concepts juridiques.
Alors, Alf Ross repère plusieurs cas possibles. Il dit il peut arriver que celui qui dirige veuille justement laisser une certaine marge de discrétion à celui qui agit. C'est fréquemment le cas dans les directives qui viennent du législateur. Et c'est la raison pour laquelle souvent les termes employés dans les lois ne sont pas définis aussi précisément que possible, mais demeurent aussi vagues. Mais il peut y avoir au contraire des cas de définition de concepts, ce qu'il appelle systématiques, c'est-à-dire qui visent à être plus contraignants, à laisser moins de marge de manœuvre. Il écrit, toutefois, en raison du haut degré d'abstraction de pareilles définitions, il peut facilement survenir que la systématisation fasse défaut, pour autant que la définition se trouve en conflit avec d'autres règles juridiques plus élémentaires ou qu'on a données par ailleurs, etc. C'est alors un problème d'interprétation afin de réconcilier les normes en conflit. Peut-on considérer que la présence du concept de colonie dans l'appareil juridique contemporain présente un problème d'interprétation dû à des normes passées et présentes en conflit? Euh, je passe un peu là-dessus, qui repose cette question de la question de l'interprétation, d'avoir, on va dire, simultanément un besoin d'interprétation dans un sens technique et resserré, qui est le sens juridique, et dans le sens ordinaire. À partir de là, donc, on peut imaginer qu'il y ait un conflit d'interprétation sur le fait d'utiliser légalement le terme colonie pour décrire un état de fait passé et le fait de l'utiliser juridiquement, puisque les effets normatifs sont contradictoires. Dans cette lecture, il y aurait donc une sorte de paradoxe normatif à mobiliser les colonies dans un appareil juridique qui se donne comme non colonial ou post-colonial. Voilà, c'est là où je vous disais que je manquais un peu de maturité tout à l'heure dans ma réflexion. Vous voyez que c'est très patchwork. Je suis en train un peu de chercher les éléments pour le formuler dans ces termes de sémiotique juridique. Alors, après cette réflexion sur les possibles significations et les effets de la présence coloniale dans le langage du droit, je vous propose qu'on regarde ce qu'il en est dans le réel des usages et donc de regarder un peu en corpus. Alors, pour présenter rapidement le corpus, j'ai mené l'analyse à partir de Légifrance, qui est la base de données légale et juridique française en libre accès. Initialement, je souhaitais m'intéresser à tout le réseau colonie, colonial, colonialisme, colonisation, possession française, etc. Et je n'ai pas encore eu le temps, donc pour l'instant, je présente seulement ce qui concerne colonie. Donc colonie apparaît dans 2075, ce que j'ai appelé événement juridique, donc c'est-à-dire chaque décision de justice que je considère comme en fait un événement discursif. Et ce chiffre rassemble tous les fonds, donc voilà à quoi ça ressemble, une requête, tous les fonds, donc décrets, jurisprudence, parution au journal officiel, etc. Pour une raison que je n'arrive pas encore à comprendre, les résultats concernent majoritairement des jurisprudences administratives et judiciaires, et j'ai très très peu de décrets ou de lois. Donc c'est plutôt un langage juridique qu'un langage légal. Pour le travail que je présente aujourd'hui, j'ai procédé par relevé systématique des 300 premières occurrences. En fait, j'ai trouvé 5 emplois principaux de colonies. Les colonies en termes de faune, donc il y a beaucoup de choses sur les colonies d'abeilles, de manchots, de manchots-empereurs, pardon, de phoques, etc. Les colonies de parasites, de staphylocoques, de légionellose, les colonies au sens des colonies de vacances qui accueillent des enfants, les phénomènes d'installation collective et les occurrences reliées au fait colonial. Donc j'ai écarté les 3 premières. De manière plus marginale aussi, quelques emplois onomastiques, hein, des structures ou des lieux-dits, mais que je n'ai pas pris en compte. Les 2 derniers emplois, par contre, phénomène d'installation collective, pardon, il y a un S à collectif qui ne devrait pas y être, et les occurrences reliées au fait colonial, euh, posent plus de... La distinction, en tout cas, est moins claire, parce que voici quelques occurrences du sens 4. Des missions, par exemple, de prêter assistance aux membres de la colonie tunisienne installée dans la circonscription consulaire de Lyon. L'association étrangère dite Union de la colonie tchécoslovaque en France, ou bien un ESAT relié à la Fondation franco-britannique, qui était en fait la colonie franco-britannique qui œuvrait en faveur des soldats alliés blessés. En fait, on voit qu'il s'agit là d'autre chose que de la colonisation en tant qu'événement historique, mais le sens, me semble-t-il, est trop proche pour le distinguer tout à fait. Et on peut le saisir en pensant par exemple aux colonies anarchistes ou aux colonies libertaires du 19e siècle et du début du 20e siècle, dont l'idée était de créer des espaces de vie sociaux organisés selon une vision anarchiste. Il y avait la colonie par exemple de Romainville autour d'Albert Libertal, la Ruche, qui était une colonie pour les enfants créée par Sébastien Faure, etc. Voici par exemple ce qu'en dit Gibelin.
Comme d'autres libertaires, Reclus distingue en effet deux types de colonies, les colonies d'exploitation et les colonies pardon, de peuplement. Il y a au sein du mouvement anarchiste tout un courant favorable aux colonies de peuplement, c'est-à-dire à l'installation définitive de colons dans des régions faiblement peuplées, peu défrichées. Ces colons aideraient à la mise en valeur de terres fertiles que la population locale trop peu nombreuse aurait négligées jusqu'alors. Cette forme de colonisation représente pour ce courant, mais aussi pour tout au courant un peu héritier du saint-simonisme, la maîtrise de l'homme sur la nature, etc. Donc on comprend bien ici que ce n'est pas tout à fait le projet colonial à la Ferry, ni même à la Pelletan, mais la logique coloniale n'est quand même pas très loin ici. Alors, je n'ai pas de traces de ces corpus libertaires dans le corpus, ce qui est assez logique, mais en réalité, je vais donc les garder quand même dans le corpus et définir plutôt colonie comme tout ce qui concerne des trajectoires humaines collectives avec une dimension transnationale. Au final, j'obtiens un corpus de 55 décisions légales ou juridiques qui concernent ou mentionnent donc ces colonies. Alors, je passe un peu. Ce qu'il faut noter, oui, c'est ça, c'est que c'est un corpus très, très dialogique, puisqu'on va avoir très souvent un événement qui a à plusieurs bandes en quelque sorte, puisqu'on a une décision juridique, une contestation de la décision juridique par un acteur, puis le rejet ou la validation de la contestation au moyen d'appel ou de cassation, parfois le renvoi vers une autre cour, etc. De manière intéressante, vis-à-vis du pouvoir normatif du droit, on ne trouve dans ce corpus aucune définition ni de la colonisation ni des colonies. La dimension définitoire concerne bien entendu davantage l'espace légal que l'espace juridique, puisque l'espace légal prescrit et l'espace juridique applique. Mais on pourrait penser, ne serait-ce que par effet de citation, qu'il y aurait des définitions prescriptives qui apparaissent. Alors, il y a quelques tentatives d'interpeller l'État sur la qualification justement comme crime contre l'humanité, mais qui se focalisent discursivement sur l'esclavage plutôt que sur la colonisation, donc en fait sur les faits plutôt que sur la colonisation même, comme par exemple cette interjection en appel à la cour de Basse-Terre en Guadeloupe, attendu qu'en l'espèce il est constant que le fait de déportation et de réduction en esclavage de populations africaines dans les possessions françaises, etc., est rattachable directement à l'action de l'État. Les victimes du crime ont recouvré pleine capacité théorique d'action, mais il ne peut pas être légitimement considéré que celles-ci, je passe un peu, ont pu avoir immédiatement conscience de leur droit d'agir en justice à l'encontre d'un État, surtout qu'ils avaient la possibilité matérielle et morale de l'exercer devant une juridiction de ce même État, et ce d'autant que dans le même temps, ce dernier, l'État, organisait juridiquement l'indemnisation des coupables du crime. Donc là, c'est une association qui interpelle l'État sur une volonté de reconnaissance. Dans cette décision de justice, cependant, donc là, on cite comment dire, au nom de quoi les gens intentent l'action en justice. La réponse de l'État sera qu'aucune norme de droit international ne déroge sur le plan pénal au principe de non-rétroactivité des lois. Et donc, le colloque qui a permis de mesurer les conséquences de l'état de leurs ancêtres et sur la situation actuelle est sans effet procédural, et notamment pour des questions de date, puisque en 2017, on est plus de 50 ans après la date du 1964, qui était la date mettant fin à un empêchement d'agir au titre des faits. Donc voilà, il y a tout un effet de jeu de date sur lequel je ne m'arrête pas en détail, mais en fait, on voit ici surtout qu'il ne s'agit pas d'une discussion sur est-ce que c'est du colonialisme ou pas, ou est-ce que la colonisation est punissable ou non, mais bien sur une question de qualification juridique. Parfois, certaines décisions vont plus loin. Par exemple, ici, on a un refus explicite de qualifier. Le juge n'étant au demeurant ni habilité ni compétent pour écrire l'histoire, il ne peut être considéré juridiquement qu'il existait, avant la Seconde Guerre mondiale, un consensus sur la notion, la définition et l'échelle de crimes niant l'humanité, même des individus. S'appuyant sur une doctrine et perpétrée de façon organisée et systématique. Donc en gros, la notion, le concept de crime contre l'humanité n'existait pas, donc on ne peut rien qualifier comme crime contre l'humanité avant l'existence de cette notion. Néanmoins, cette absence de définition n'empêche pas l'usage normatif des colonies. Et dans un certain nombre de cas, en fait, on va voir que l'État fait la justice contemporaine avec des lois coloniales. Donc, voici des exemples. Considérant qu'au terme de l'article du 31 pardon, du décret du 3 juillet 1997, qui porte sur les indemnités de route et de séjour, en gros des agents civils, je passe un peu, et militaires, des services coloniaux ou locaux. Donc voilà, au nom de cette loi qui est clairement une loi établie pendant le moment colonial et qui porte sur une dimension coloniale, on va faire justice avec ça.
Cette loi, elle est évoquée à 4 reprises dans le corpus. Autre exemple, alors ici, je ne rentre pas dans la lecture entière du texte, mais donc c'est sur la fiscalité à Saint-Barthélemy dans les Antilles, où on se pose la question, mais en fait, le royaume de Suède, qui précédait à la souveraineté française sur cet espace, avait mis en place un certain nombre de, de mesures fiscales et l'État français a décidé de ne pas changer ces mesures fiscales. Les lois ci-dessus rappelées, donc de 1878 et de 1919, ne sont pas incompatibles avec celles de 1877. Donc on est toujours dans ces effets de date et de rétroaction, etc. Donc au final, en 1946, alors que la Guyane devient un département, la Guadeloupe, la Martinique, pardon, la Réunion et la Guyane deviennent des départements français, donc la loi est toujours valable, etc. Alors, si on regarde un peu la répartition dans le temps du corpus, voici ce qu'on obtient. La première occurrence du corpus date de 1928 et j'ai arrêté le relevé fin 2023. Première observation, les usages ne reflètent pas du tout l'histoire des indépendances, hein. Juste pour mémoire, j'ai remis une chronologie des indépendances de l'Empire colonial français qui commence en 1804 avec Haïti et qui finissent, on va dire, pour le grand mouvement des indépendances en 62 avec l'Algérie et puis après plus ponctuellement en 80 avec le Vanuatu, de manière plus complexe. Mais en tout cas, on n'a pas du tout une courbe qui suit ces questions-là, ce qui signifie que, bien entendu, du point de vue, disons, de la France, la reconnaissance d'indépendance, la prise d'acte de la fin de la colonie, elle va se jouer à un niveau légal, mais elle ne se joue pas à un niveau juridique. Il n'y a pas de conséquences juridiques de cette prise d'acte. Deuxième observation, il y a un pic là à partir de 2015 en fait qui va faire augmenter le nombre d'effets juridiques, d'événements juridiques. Et là, je me suis un peu demandé parce qu'il y a 30 occurrences, c'est-à-dire plus de la moitié du corpus qui est sur cet espace-là. Et en fait, en regardant dans le détail, c'est pas des occurrences qui concerne la colonisation française, c'est tout un ensemble d'événements juridiques autour des colonies israéliennes et sur le fait que sur les produits dans les supermarchés, la mention doit apparaître de issue de la provenance, en fait, et que la dénomination de la provenance doit être issue des colonies israéliennes. Et en fait, il va y avoir tout un ensemble de lois entre des acteurs qui demandent à ce que cette provenance soit notée, des acteurs qui contestent que cette provenance soit notée et qui va être renvoyé devant la Cour européenne, qui va revenir devant les cours françaises, des mairies qui vont boycotter et du coup des attaques contre les mairies qui vont boycotter, etc. Donc en fait, on a une dizaine d'événements juridiques qui faussent un petit peu en quelque sorte, enfin qui faussent, qui transforment un peu la répartition. Et en réalité, si on neutralise ces occurrences, voilà, on voit que c'est beaucoup plus régulier avec entre 1 et 3 événements juridiques par an. Au niveau des lieux concernés par les événements juridiques, voici ce qu'on trouve. Donc, il y a des espaces qui sont où étaient des colonies, mais non françaises. Donc là, on vient de voir le cas avec Israël, mais c'est aussi le cas avec Hong Kong, avec l'Anguilla, etc. Des cas où les espaces concernés sont des espaces où on parle de colonies, mais en fait au sens où on l'a vu au sens 4, hein. Donc par exemple les colonies tunisiennes ou tchécoslovaques. On parle aussi de colonies pénitentiaires pour le contexte russe. Et enfin, le plus gros du corpus qui nous intéresse sur les espaces coloniaux français. Et donc voici la répartition. Donc toutes les colonies françaises, la phrase va revenir surtout sur les plus vieilles occurrences. Et on voit ensuite que c'est clairement la Guadeloupe, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, et dans une moindre mesure la Guyane, qui occupent la plus grande partie des événements juridiques. Alors, en prenant des précautions interprétatives, on peut néanmoins peut-être comprendre cela comme la trace d'une contestation dans des espaces coloniaux qui sont encore régis par des lois coloniales. En effet, la Guadeloupe et la Nouvelle-Calédonie sont parmi les espaces coloniaux français où la contestation de la situation coloniale, ou en tout cas du moins de l'action de l'État français, est la plus forte. Mais pour avoir une vision un peu plus fine, il faut regarder en fait les types d'événements juridiques, et ce sera le dernier élément que je présente. Pour cette ligne d'analyse, donc mon propos, c'était d'observer, encore une fois, hein, les traces de la normativité coloniale dans l'espace discursif du droit contemporain. Donc, j'ai laissé de côté les mentions qui précédaient les indépendances et j'ai également écarté les utilisations spécifiques du terme au sens 4. Et voici donc les motifs qui restent.
Donc voilà, ce pic dont je vous ai parlé, hein, autour de la question de l'étiquetage des produits. Mais sinon, donc l'indemnité en francs des colonies françaises du Pacifique, la reconnaissance de nationalité française, les droits des personnes fonctionnaires nées dans les colonies, pardon aussi pour la coquille, et enfin les questions d'impôt et de gestion du foncier. Alors, on voit clairement que les démarches qui accusent, on va dire, la colonisation ou qui cherchent à en réduire les effets sont marginales, puisqu'on a une abrogation de loi et 3 demandes de réparation sur l'ensemble du corpus. Donc, ce qui reste parmi les parts les plus importantes du corpus, c'est cette utilisation d'une monnaie coloniale que, pour ma part, j'ignorais. Je ne savais pas que la France avait 2 monnaies nationales. Donc, c'est ce franc des colonies françaises du Pacifique, qui va en fait être utilisé pour les dommages et intérêts, hein. Donc, je vous ai mis un exemple où on voit que, on va mettre à la charge de l'État la somme de 501 000 francs des colonies françaises. 1 euro vaut environ 120 francs des colonies françaises du Pacifique. Et j'ai découvert donc que c'est une monnaie qui a été créée en même temps que le franc CFA. Deuxième lieu le plus important, la reconnaissance de nationalité française. On va avoir énormément d'événements juridiques qui vont concerner la preuve de filiation, les jeux de datation, qui est né, de quels parents, à quel endroit, à quelle période, et c'est ça qui va permettre. Alors j'avais mis des exemples, mais que je ne vais peut-être pas lire en détail vu le temps, mais donc voilà, la Nouvelle-Calédonie fait partie de la France, la loi française dit qu'un enfant né en France d'un parent né sur un territoire est français. C'est bien le cas de Monsieur X qui est en cause, pardon, oui, dans ce cas qui est en cause. Et donc, si la loi française s'applique dans la Nouvelle-Calédonie, lui qui est né en Nouvelle-Calédonie doit pouvoir être français. Mais le ministère affirme que le lien de filiation est établi pour son père, mais son père étant né au Vietnam, il n'est pas français. Par contre, sa mère, oui, mais n'a pas reconnu. Donc, la Cour contredit le ministère. Monsieur X produit des photos de famille, des témoignages, etc. Finalement, la nationalité française lui est reconnue. Autre exemple, là c'est Monsieur Boubacar X, né à Paris, 2 parents qui sont nés sur un territoire qui avait au jour de la naissance le statut de colonie, c'est la Guinée dans ce cas. Mais ensuite il y a eu indépendance du territoire et ses parents n'ont pas souscrit la déclaration prévue, donc en fait il ne peut pas se prévaloir de la nationalité française. Dernier exemple, Madame Marie-Jeanne, qui naît d'une mère qui est née à Saigon en Cochinchine, à la colonie française. Son père, lui, est né à Kaolack, au Sénégal, mais il n'a pas conservé la nationalité française, puisqu'en fait, il a été transféré de l'armée française à l'armée du Mali. Et on n'est pas sûr du maintien du domicile de la mère, donc on ne peut pas donner la nationalité française, etc., etc. Donc j'ai mis ces exemples pour qu'on mesure simplement un petit peu on va dire, les effets sur les trajectoires biographiques des gens de ces utilisations. Le troisième motif principal de mention des colonies dans les textes juridiques, c'est les questions de fiscalité, comme on l'a vu tout à l'heure, ou de finances publiques. Et il y a un cas qui est intéressant, c'est notamment un cas de rétribution du culte, puisque en Guyane, en fait, le culte catholique est toujours payé par la collectivité territoriale et non pas par l'État. Donc voilà ce que dit l'État. La loi de 1905 portant séparation des églises et de l'État ne s'applique pas uniformément sur le territoire de la République, et c'est le cas aussi pour le Concordat en Alsace-Lorraine, mais aussi pour certains espaces des colonies, donc notamment en Algérie et aux colonies. Et là, il va y avoir en fait, un ensemble de discussions pour dire, mais il y a, comment dire, la collectivité territoriale doit subvenir à ce coût qui est en fait une décision de l'État, donc, mais l'État refuse dans tous les cas de donner suite à ces réclamations. Voilà, donc on voit en résumé des permanences coloniales, notamment avec cette question du franc, des colonies françaises du Pacifique, des fonctionnaires d'outre-mer, dans lesquelles il s'agit de faire des équivalences entre ce qui valait dans les colonies, donc on va trouver des choses comme ce qui étaient les colonies, qui sont les outre-mer, etc. D'autre part, des dynamiques d'abrogation ou du moins de qualification du fait colonial, simultanément une résistance de l'État à reconnaître ce fait colonial, non seulement parce que la plupart des demandes sont rejetées, mais aussi en refusant de revenir sur des questions de dépenses publiques comme celle du financement du culte catholique en Guyane. Et enfin, une utilisation du fait colonial pour gérer en fait de façon restrictive la reconnaissance et l'attribution de nationalité, ce qui est une utilisation là qui touche au lien étroit entre sang et sexe que décrit Haraway, hein, et de qui gouverne la notion de nation. Qui est fils ou fille de qui? C'est la question politique de la généalogie et de la filiation.
Et puisque le statut de colonie cesse à un moment donné, la question de la transmission générationnelle du statut politique et de citoyenneté est donc cruciale. Voilà, pour conclure, je ne m'attendais pas, je dois dire, du tout à autant d'emplois que je qualifie pour l'instant de colonisation à l'appui. C'est-à-dire que je pensais que l'État, au travers de ses décisions de justice, serait plus encombré de cette réminiscence coloniale, de ce colonialisme résiduel. Et en fait, c'est un peu l'inverse qui se passe. Si Outre-mer remplace largement colonie, en fait, le recours à des lois issues du fait colonial ou s'appuyant sur le fait colonial ne pose aucun problème, voire prend place dans une dynamique plus large d'utilisation de la structure coloniale pour gérer des situations contemporaines en termes d'attribution de primes, d'attribution de nationalité, de gestion de la fiscalité, etc. Ça plaide en faveur d'une lecture de la France qui n'est certes plus un empire colonial, mais qui est bien une république coloniale issue d'un crime contre l'humanité, jamais tout à fait reconnu, comme en témoignent les discours présidentiels sur la question depuis Mitterrand et jusqu'à Macron. Pour rassembler rapidement donc, les quelques pistes ouvertes ici, je suis partie de cette interrogation sur les effets politiques de la présence discursive des colonies dans les textes juridiques français contemporains. Cette question s'ancre dans une lecture de la France comme un espace toujours colonial. J'ai tenté de montrer rapidement comment cette colonisation, alors post-colonisation, un poste qui n'est pas poste, en tout cas qui n'est pas un poste d'après, c'est toujours un peu cette même histoire, contemporaine, existait au niveau institutionnel, géopolitique et idéologique, et néanmoins la colonisation, pardon, n'est pas qualifiée juridiquement. Pour mieux saisir le rapport entre langue et loi, j'ai mobilisé la notion de normativité et l'idée que la description du monde par le langage du droit est une action normative sur le monde, fonctionnant selon un double régime ontologique, déontologique. J'ai également mobilisé la distinction entre langage légal, donc délibératif, et langage juridique, qu'on appellerait nous peut-être judiciaire, défini comme reposant sur l'équivoque et le flou, dans lequel l'interprétation joue évidemment un rôle crucial. Cela permet alors de se poser la question d'un paradoxe, d'un potentiel paradoxe normatif de la notion de colonie dans un contexte censé être postcolonial. L'analyse des événements juridiques mobilisant la catégorie de colonie montre cependant qu'il s'agit moins d'un paradoxe que d'une permanence silencieuse du fait colonial, toujours utilisée pour répartir et hiérarchiser les individus, leur assigner des trajectoires biographiques sur un territoire donné, et ce, malgré quelques tentatives de contestation et d'interpellation d'un État qui non seulement fait la sourde oreille, mais en fait continue à produire des discours politiques de justification. Pardon, j'avais mis la toute dernière phrase de la slide et je m'arrête là. Merci beaucoup pour votre attention. Un grand merci pour cette intervention si riche, si informatif aussi, hein. C'est quelque chose qui crève vraiment les yeux et en fait, j'ai jamais vu de travail là-dessus. Donc, un grand merci pour ça. Est-ce qu'on a des commentaires? Et je suis certain qu'on en a. Alors, Si? Oui? je veux bien. Merci beaucoup hein, pour cette présentation vraiment extrêmement riche. Et j'étais pas surprise par rapport aux questions de nationalité. Moi, j'ai travaillé sur la politisation de l'immigration et, euh, et tout le droit autour des étrangers. Et en fait, c'est là où je pense que se révèlent d'une certaine façon les rapports de force qui sont hérités du colonialisme avec voilà, finalement la nationalité française aujourd'hui cristallise ces rapports de force anciens. Et du coup, j'étais vraiment pas surprise que ça soit sur ces questions de demande de nationalité, en fait, qu'on retrouve de manière relativement fréquente. Et après, je trouvais ça très intéressant de mettre au jour finalement ces différents emplois qui montrent aussi finalement la richesse sémantique aussi du fait colonial aujourd'hui dans les textes de loi et sa permanence d'une certaine façon. Je trouve que d'avoir fait un parallèle avec les discours du 19e siècle, 20e siècle, qui montrent, je veux dire, bon, aujourd'hui, ça serait tout à fait inimaginable d'avoir des débats parlementaires, encore que, bon, voilà. Mais je trouve que on voit que d'une certaine façon, j'ai envie de dire, ces questions de demande de nationalité
euh, illustre ces rapports de force et aujourd'hui la nécessité pour beaucoup de personnes de se rattacher au fait colonial finalement pour faire valoir des droits, d'une certaine façon une inversion, mais à nouveau défavorable dans le rapport de force qui se met en œuvre. Voilà, donc c'était juste un commentaire. Merci beaucoup, Julie. Ben, merci beaucoup pour ce retour. Et pour moi, c'est un peu une découverte. Je m'excuse un peu de la densité. Je n'avais pas pris la mesure de la densité de la présentation, mais ouais. Je m'attendais à quand même, Il y c'est a à quelque bientôt chose d'un peu Luciana. plus gênant. Ouais, Pardon. pardon. Je suis désolée, mais il y a Luciana qui dit qu'elle devait Oui, voilà, oui. se déconnecter. Pardon, et merci beaucoup, Julie. J'allais vous envoyer un message en privé, mais je le fais là. C'était très, très intéressant. Et travailler avec des juristes, je pense que c'est intéressant parce qu'ils ont une approche spéciale et sans doute vous le faites déjà. Je me disais, est-ce que j'allais vous écrire là, que peut-être une distanciation épistémologique de la notion même de France-Afrique dans la présentation du contexte peut être utile parce que les politiques français ont eu des vagues d'amour, de désamour. Et Macron, l'année dernière, a eu ce discours, oui, la France-Afrique, c'est fini. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, la France-Afrique, c'est fini. Qu'est-ce qui commence? Qu'est-ce qui doit commencer? Et dans ce même discours, il parle des colonies anglophones, lusophones. Allons vers cette autre Afrique. Enfin, c'est très intéressant. Donc, c'est pas que la France-Afrique, la relation aux colonies, c'est un discours, il y a une projection politique dans la Ouais. relation aux anciennes colonies. C'est passionnant et merci beaucoup à vous. Ben, merci. Merci pour les retours. J'aurais deux remarques et questions peut-être pour toi. Et encore, merci beaucoup pour cette présentation vraiment très intéressante. La première question, c'est un peu pour interroger les limites d'une approche linguistique à la question. Parce que là, en fait, et surtout, tu as fait des analyses sémantiques des mots. Est-ce que c'est vraiment seulement une question de sémantique ou de sens? Ou bien c'est plutôt une question de non-sens, de silence, de trauma, de refoulé, donc tout ce qui n'est pas vraiment dissible. Et donc, je me demande en quoi on devrait peut-être avoir recours à une psychanalyse plutôt à une linguistique de cette question et de ces textes légaux. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième question, c'est à propos de ton propre discours, à propos de, voilà, du colonialisme qui en France, bien sûr, a un statut très particulier. Et bon, mais c'est un peu la même chose dans les autres pays aussi qui ont une telle expérience colonialiste, de ne pas en parler. Euh, et en fait, ce que tu fais dans ton discours, c'est de mettre à distance le colonialisme comme un fait du passé. Et c'est ce que font aussi les acteurs que tu montres ici dans des matériaux. Et, euh, et je suis un peu sceptique et critique par rapport à ce geste critique et je comprends tout à fait pourquoi et comment, etc. Mais en fait, finalement, pour moi, le colonialisme, c'est une étape dans une longue évolution humaine d'une domination de certaines régions sur d'autres régions dans le monde. Et bien sûr, en fait, on a eu une étape avec un colonialisme formel, avec voilà, toute cette prolifération de textes juridiques, etc. Mais finalement, en fait, on a toujours une globalisation. Et une globalisation qui a ses aspects de domination, d'exclusion, de discrimination. Bien sûr, en fait, c'est plus la même chose, mais dire que voilà, c'est simplement un fait du passé et qu'on peut tenir à distance me paraît assez problématique. Et je pense que c'est ça un peu pourquoi cette question est tellement importante maintenant. Il y a une conscience que non, 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 le colonialisme n'a pas du tout fini, hein. Ça continue dans plein d'arènes, dans des arènes qui sont souvent refoulées ou niées, comme par exemple ici le langage.
Clairement, en fait, aujourd'hui, il y a une domination de certaines langues pour parler des choses sérieuses dans le commerce ou dans la science ici. Et c'est absolument colonialiste. Et donc, dire que voilà, le colonialisme aurait fini en 62, je vois bien que c'est 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 pas faux, hein. Et je vois aussi euh, la gratification, hein, qui est dans ce geste, qui est un peu douteuse. Donc, je me demande un peu comment voilà, tu te placerais avec ton propre projet dans cet espace imaginaire. Merci. Bah, merci pour les deux belles questions. Sur, alors, en fait, je suis surprise que tu dises que je mette à distance, mais c'est peut-être mon préconstruit. C'est-à-dire qu'en France, ça m'arrive tellement régulièrement d'employer parfois un peu de manière provocatrice, de parler, même pas provocatrice, en fait, simplement de parler des colonies pour parler par exemple de la Guadeloupe à des gens qui y sont installés. Et en fait, la réaction est extrêmement forte. Les gens sont choqués. C'est vraiment, c'est impossible. Non, Mhm. c'est pas impossible à dire, mais enfin, il y a vraiment une. C'est très conflictuel. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a un peu qu'une première étape est un peu cette déconstruction de cet effet d'évidence. Et de Mhm. dire, on dit que c'est fini, et en fait, c'est pas fini. Donc, du coup, c'est pas tellement un positionnement que moi j'assume. Ça me semble plus une stratégie en réalité, la contextuelle, d'audibilité, qui est effectivement peut-être pas nécessaire ici, mais sinon, oui, je suis entièrement persuadée de la continuité, effectivement, et que c'est quelque chose Sûr. qui structure la situation mondiale depuis plusieurs siècles, encore aujourd'hui, quel que soit institutionnellement donc, je te rejoins tout à fait. Mais du coup, ça m'interpelle que tu aies entendu dans mon positionnement. Oui, en Ouais. fait, c'est plutôt un problème de la façon dont on parle de ce phénomène en général, hein. C'est Ouais, pas ouais. du tout toi-même, hein. Et je pense que peut-être je peux le dire autrement avec ce mot colonialisme qu'on utilise pour rendre compte de cette situation. On donne un nom à quelque chose euh, et on le clôt. Ouais. Et c'est ça un peu peut-être ce qui me gêne. C'est pas du tout ton problème en Oui, oui, spécifique. non, j'entends, mais Et, ouais. euh, et parce que en fait, si on peut parler du colonialisme comme si c'était une voilà un chapitre clos de l'histoire ou quelque chose dans une région qu'on peut identifier, quelque chose de voilà de là dans le monde. Euh, c'est difficile, hein, parce que ça passe sous silence un peu tout ce qui se passe autrement, Mhm. voilà, avec les mêmes problématiques. Et en fait, les guerres qu'on a aujourd'hui, c'est bien sûr des symptômes très spectaculaires de la même problématique. Mais, mais les acteurs qui sont tombés dans ces conflits, et on a eu Oksana, on a eu voilà, les discussions sur l'Israël, par exemple, on tombe dans les conflits jamais avec cette stratégie colonialiste. On se retrouve tout d'un coup voilà, dans un espace tout à fait inégal, avec des acteurs qui, voilà, qui en profitent ou qui en souffrent, je ne sais pas. Et c'est après coup qu'on plaque l'étiquette de colonialisme là-dessus. Et du coup, si on clôt ce phénomène avec des mots, bien sûr, légitimes, hein, il y a cet effet de passer sous l'oubli, hein, la problématique, parce que la problématique n'a pas du tout fini. Bon, c'est peut-être... On est toujours un peu coincé, toujours avec ce poste, hein, c'est un peu toujours le même poste du postmodernisme, et du poststructuralisme et du postcolonialisme où on n'arrive pas à s'échapper, non, de cette métaphore chronologique, alors qu'on sait bien que c'est pas de ça qu'il s'agit. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Mhm. Et donc, c'est très difficile de trouver des mots, hein, pour, ou de parler de cette problématique de manière juste, hein. Et, euh, et c'est très intéressant depuis voilà, 10 ans
qu'on voit ces discussions sur le colonialisme, il y a, il y a beaucoup de gens qui prennent conscience la première fois de cette problématique. Et je pense que ce qui se passe souvent, c'est une sorte de fermeture, comme si c'était juste les esclavages Ouais, euh, ouais. ou juste, je ne sais pas, des massacres. Et c'est quand même, voilà. Euh, et voilà, on a vu toutes les guerres depuis 10 ans, hein. C'est quand même, c'est très proche. On a eu l'Irak, on a eu maintenant l'Israël, on a eu la Russie. Et chaque fois, en fait, il y a ce magma de positionnement idéologique euh, un peu morbide, jamais très clair ou très, voilà, c'est jamais des acteurs qui ont, voilà, une stratégie très consciente. Voilà, ils tombent dans ces conflits. Souvent, bien sûr, c'est poussé et tout à fait stratégique, mais et puis voilà, et après on se dit, ah, encore. Moi, Ouais. je comprends pas ton propos. Je vois pas le rapport entre ce que Julie a dit et ce que tu dis sur les guerres. Je vois pas du tout le rapport. Oui, je vois pas du tout le rapport entre la problématique que Julie a traitée et ce que tu es en train de dire sur les guerres. Je suis désolée, là, ça me dépasse. Je vois pas le rapport. Bah, bien sûr, en fait, le colonialisme, souvent, c'était pacifique, mais en fait, il s'agit, voilà, d'organiser, de s'imaginer, de dominer un espace qui est globalisé ou ouvert, qui est occupé par des acteurs qui agissent au nom d'une nation et qui défendent, voilà, des ressources, des intérêts, euh, des buts avec des ressources d'un État-nation qui est bien sûr, qui n'est pas seulement militaire. Et pour moi, en fait, c'était très rapide ce que j'ai dit, hein. Je suis désolé, mais je pense que les ressources militaires, c'est juste le symptôme ou le signe le plus spectaculaire de cette organisation d'un espace national globalisé euh, avec des ressources qui peuvent être juridiques, qui peuvent être économiques, qui peuvent être politiques. Et du coup, euh, voilà, quand on regarde les guerres aujourd'hui, souvent, bon, euh, j'imagine que voilà, il y a un type de colonialisme qui a une sorte d'existence fantôme en Russie post-soviétique qui continue avec voilà, ces projets nationaux, nationalistes. On a certainement une problématique colonialiste en Israël avec le conflit avec les Palestiniens. Et Ça, donc, c'est toi qui veux bien le dire, c'est idéologique. Moi, je peux te dire non, alors on commencera à discuter. Moi, je ne considère pas du tout que la guerre actuelle, enfin ce qui se passe en ce moment en Israël, est un effet d'un colonialisme quelconque. Donc, on peut discuter de ça, mais je veux dire, prendre des positions d'accord. idéologiques et puis dire, voilà, faire des généralisations sur l'Ukraine, Israël, l'Irak, et dire, oh, ben, évidemment, c'est le colonialisme, oh, c'est peut-être un peu rapide comme analyse. Bah oui, c'est pas une analyse. Non, mais je veux dire, c'est une position idéologique, alors tu as le droit de l'avoir. Moi, tu sais, c'est comme disait Ionesco, on le dit, et puis il disait dans la pièce, on dit aussi le contraire. Alors à ce moment-là, voilà, toi tu dis ça, puis moi je dis autre chose, on va échanger des opinions, mais en quoi ça constitue une analyse rigoureuse? Alors là, je vois pas du tout. Et puis, bon, en ce qui concerne l'Ukraine et la Russie, bah, tout rabattre comme ça sur le colonialisme, c'est un peu rapide aussi. Enfin, je veux dire, faut regarder la situation. Et voilà, c'est précisément le problème de Oui, plier des étiquettes pour fermer, pour expliquer de manière très oui, rapide une problématique qui est tout à fait complexe, qui dépasse largement absolument, qui continue. absolument.
qui sort, voilà. Absolument. Non, mais parce que ces derniers temps, on brandit ce terme tout le temps. Alors moi, je dis pas que ça n'existe pas, je dis pas que c'est pas un problème, bien que dans ce que Julie a dit, moi, je vois beaucoup, si tu veux, la démarche de juridique et judiciaire d'un pays qui a un passé colonial et puis qui se retrouve avec des retombées et des problématiques et qui essaye en quelque sorte de régler les questions qui se posent, les questions qui ressurgissent. Voilà. Ça veut dire que les gens qui, voilà, qui essayent il y a des procès, il y a des demandes, il faut gérer tout ça. Ils gèrent un passé colonial lourd en essayant, voilà, de dépasser quand même quelque part ce problème. Alors, évidemment, on peut dire, il y a des gens qui disent maintenant, ah oui, mais le colonialisme, la France, le postcolonialisme, le néocolonialisme. Alors, attendez, faut quand même se calmer un peu. La France n'est pas un pays colonialiste en ce moment. Et je pense, moi, personnellement, voyant ça de loin, qu'il y a beaucoup de pays qui voudraient être dans la situation de la France et qui trouveraient que c'est déjà pas mal. Bon, mais ça peut se discuter aussi, ok? En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Alors, cette idée, moi, ce qui m'énerve un peu, si tu veux, c'est que c'est un terme à la mode. C'est pas le seul, hein, le terme à la mode. C'est un terme à la mode. Alors, on va l'utiliser, on va le retrouver partout, on va le coller partout, et puis on va dire, ben voilà, maintenant, une fois qu'on a vu ça, on a tout compris, on a tout expliqué. Eh ben non, non, moi avec ça, je comprends pas la guerre d'Ukraine. Et je ne comprends pas la guerre en Israël-Palestine du 7 octobre. Non, je ne comprends pas. Donc, je pense que il faut faire quand même très attention aux notions qu'on manie. Voilà. Tout à fait d'accord. J'espère que je n'ai pas jeté un froid. Non, Il non, faut de non, la mais Non, non, conversation non, non. parfois, parce que si on ne discute pas, c'est pas gai. On est plein dedans. Oui. Dire de la discussion. non, non, là où j'étais sensible sur ce que tu disais, Johanna, c'est, on va dire, ces catégories qui sont censées être toujours limitées à des espaces politiques, juridiques, on va dire, au périmètre bien restreint, et qui, en fait, là, je rebondis sur ce que tu disais sur la psychanalyse, qui, en fait, touche à des endroits un peu de comment on se constitue comme sujet. Et effectivement, évidemment qu'on ne se constitue pas comme sujet les uns et les autres de la même manière à travers le monde, de manière uniforme, mais qui, moi, il me semble, effectivement, la constitution à partir du 18e, on va dire, du fait colonial comme structurant enfin, au niveau transnational de champ mondial, je pense à encore des effets aujourd'hui et des échos de résonance sur nos subjectivités, sur notre rapport au monde, qui ne Ah se ouais, traduisent pas directement par, comme tu le dis, hein, par une prise de position politique explicite ou etc. Mais je pense qu'effectivement, exactement de la même manière que pour le genre, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout le temps en train d'y réfléchir, mais en fait, c'est structurant dans notre rapport au monde, et puis ça ne veut pas dire on le mobilise systématiquement et encore une fois de manière uniforme, mais et je pense qu'effectivement, cette hétérogénéité, justement, elle est intéressante à travailler sans lâcher le fait qu'il puisse y avoir une dimension mondiale et les effets contextuels et spécifiques. Enfin, je sais pas, c'est un peu général aussi de le dire comme ça, mais mm. et en fait, le terme postcolonial est très, très, comme l'a dit Ruth, Stella, est très, très ambigu, difficile, toxique, parce que, bon, on peut, voilà, participer dans des jeux de culpabilisation, des jeux d'attribution de responsabilité qui sont pas forcément très nets. Et du coup, c'est très difficile voilà, de, de s'y retrouver de manière voilà, bien. Et tu l'as très bien fait, hein, franchement, très, très bien fait. Et c'est juste, je pense que pour ça que, voilà, il faut. Je pense que le défi qu'on a, en fait, on prend conscience dans beaucoup de sphères de cette problématique depuis 10 ans. Et ça dépasse des luttes post-colonialistes traditionnelles qui existent depuis très longtemps. C'est une conscience beaucoup plus dans les centres culturels de la métropole. Et en fait, ça n'existait pas forcément avant. Et en même temps, en fait, en prenant conscience, je pense que c'est aussi très important de toujours euh,
se méfier voilà, des utilisations très faciles, simplistes. Et voilà, je pense que Ruth l'a très bien fait de rappeler euh, la problématique voilà, de ce terme, parce que bien sûr, en fait, il est utilisé à toutes sortes de fins, souvent avec des effets douteux, redoutables, pour placer des gens en position de victimes ou de responsables. Et du coup, voilà, le terme de postcolonialisme est absolument impliqué dans les discussions autour de l'antisémitisme, voilà, toutes sortes de discours de réflexion et aussi de critiques et voilà, il inclut des critiques toxiques. Donc, voilà, je pense que Et ça c'est... a des effets désastreux aussi. Moi, je vois ça sur les jeunes, parce que ce qui me frappe quand même, c'est qu'ils utilisent ces schémas dans une ignorance épouvantable. Alors, que quelqu'un décide d'utiliser le terme en connaissance de cause et qu'il ait une analyse que moi je désapprouve, ça c'est son droit. Mais quand je vois l'utilisation de ces schémas sur un fond d'ignorance totale de l'histoire, et comme disait un jeune l'autre jour interrogé, il disait, ah, mais moi je suis né en 2004. Ah bon? Et alors? Il y a une histoire, l'Europe a une histoire quand même. Donc, je pense qu'il faut faire très attention, très, très attention aussi dans la façon dont on utilise ces termes et dans la façon dont ça se retourne d'ailleurs contre, contre la France, par exemple. Hein, mais contre, voilà. Alors, je ne suis pas une nationaliste française ardente, hein, mais je pense qu'il faut quand même, il faut être prudent. J'en profite pour vous poser une question sur votre Oui, avis à moi, toutes et tous. Ah, pardon. c'est moi. Je me permets, bonjour. Vous Bonjour, m'entendez? Roxane. Bon, bah, donc d'abord j'ai une petite remarque sur la guerre de l'Ukraine. En fin de compte, une des raisons prononcées ouvertement par le gouvernement russe, comme la raison de guerre, c'était la sortie de l'Ukraine du monde russe. Ça veut dire du monde, si vous voulez, de colonisation. Désolé quand même d'utiliser ce terme, et aussi du monde soviétique. Et c'est une des raisons, c'était comme l'atrocité de l'Ukraine par rapport au monde russe. Donc c'était une des raisons prononcées. Donc nous ne pouvons pas ignorer ça, même si c'est idéologique, c'était quand même prononcé. Donc c'était juste une remarque, comme quand même euh, une des raisons de cette guerre, c'était aussi la tentative de l'Ukraine de repenser, si vous voulez, de repenser son passé et notamment son passé colonial, pas seulement de l'Union soviétique, mais aussi de l'Empire russe, tsariste russe. Mais c'est juste une remarque. Et la question que je voulais poser, euh, bien sûr, je ne suis pas un expert en termes juridiques ou judiciaires non plus, mais je me demande, est-ce qu'en principe ça existe? Est-ce que le discours juridique ou de plus judiciaire, est-ce qu'il est censé en principe de reconnaître politiquement, disons, la colonisation comme un phénomène tel ou donner des étiquettes, par exemple, négatives? Est-ce qu'en principe à part ce que vous avez déjà mentionné comme euh, colonisation, colonialisme, euh, comme les crimes contre l'humanité, mais si on a, comment dire, si on laisse ça à côté, est-ce qu'en principe, ça existe dans la loi de quelques pays, euh, la reconnaissance comme ça ouverte et négative par exemple, son passé colonialiste. Je ne sais pas si ça existe dans les lois ou dans quelques textes judiciaires ou juridiques en Angleterre ou je ne sais pas, en espagnol, portugais. Ça, c'est ce qui me vient. Donc, ce que je me demande, est-ce qu'en principe, ça peut exister? Ou ça peut exister. Est-ce que ça déjà existe? Est-ce que ça doit exister dans les textes juridiques, dans le discours juridique?
Voilà, c'est ce que en vous écoutant mais j'ai pas dit d'ailleurs parce que c'était vraiment très intéressant pour moi. C'était complètement comment dire cette discussion pour moi c'était très intéressant l'étude des textes juridiques. Je trouve que c'est très innovatif et très riche. Donc je vous remercie. Et bien sûr ça m'a donné plein d'idées et entre autres, ça me donnait aussi cette idée, est-ce qu'en principe, les discours juridiques est censé d'avoir la reconnaissance et de présenter la reconnaissance du crime de colonisation? Merci. Ah oui. Alors, merci beaucoup pour les retours. Alors, je ne le sais pas, si, mais je dirais que si ça se... Ah ben, peut-être Christine le sait mieux, mais en termes de politique mémorielle, en tout cas peut-être pas sur la colonisation en particulier, mais sur les différentes gestions de politique mémorielle selon les pays, qui je pense ont des stratégies extrêmement différentes. Voilà, d'être en Italie par rapport à la France, déjà, ça me fait un recul. Euh, Mhm, mais Christine, peut-être je te laisse réagir parce que tu as plus à dire que moi. Non, non, mais juste, je trouve que ça permet de voir en creux le travail aussi de l'histoire et le travail mémoriel, parce que si on prend la France et la guerre d'Algérie, c'était des troubles à l'ordre public. Donc, ce qui est très intéressant, c'est la qualification, l'évolution de la qualification des faits. Et c'est le politique qui permet j'ai envie de dire, c'est pas de côté de l'espace du droit, parce que je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est Lionel Jospin qui a été un des premiers à remettre en question ce trouble à l'ordre public et à parler, dans le cas de la France, en tout cas de ce qu'on appelait les événements d'Algérie, et à parler de guerre. Et petit à petit, ça a été, j'ai envie de dire, ça rend compte aussi des points de vue et du travail de l'histoire sur les points de vue. Et aujourd'hui, plus personne ne va parle de la guerre d'Algérie. Et on voit bien qu'il y a aussi, je trouve que dans l'évolution des qualifications juridiques, au regard aussi du rapport de force politique et de ce que les politiques vont amener à resémantiser et à changer aussi les vocables pour montrer des ruptures. Et donc, je trouve que travailler sur des corpus de droit et politique, ça permet de voir justement ce travail et cette façon dont ça se nourrit aussi mutuellement et la façon dont le droit, finalement, va rendre compte de ces changements politiques. Et je pense que, par exemple, pour la France, hein, parce qu'on voit que chaque pays d'Europe va avoir évidemment un lien colonial très fort avec les populations avec lesquelles il y a eu des faits coloniaux. Et dans le cadre de la France, je pense que en 62, en tout cas, beaucoup d'Algériens ont refusé justement de prendre la nationalité française. C'était un acte politique et la difficulté du fait migratoire fait qu'aujourd'hui, ça va devenir au contraire un enjeu et parfois va aller à l'encontre d'une tradition familiale pour obtenir des droits. Donc on voit aussi, j'ai envie de dire, la façon dont l'histoire va matiner, va transformer, va modifier. On n'aura pas le même regard. Voilà. Euh, et en tout cas, le droit va tenir compte de ces changements politiques, de position politique finalement, sur le fait colonial et l'histoire. Et j'ai l'impression peut-être un endroit où il y aurait, de manière juridique plus explicite ces questions-là, je ne sais pas, hein, mais à vérifier peut-être du côté de l'Amérique du Sud, où j'ai l'impression que la question pourrait être thématisée plus facilement juridiquement, mais j'en suis pas sûre en réalité. De l'Amérique du Sud, Ou avec une, on va dire, une inscription dans la loi de la reconnaissance coloniale, oui. mais, enfin, voilà, je le dis un peu comme ça au doigt mouillé. Tu voulais demander quelque chose tout à l'heure. Oui, eh ben, un peu par rapport à la discussion que vous venez d'avoir, Johanna Serutz, vous avez l'air de dire que c'est depuis une dizaine d'années qu'il y a cette question. Et avec les étudiants, j'ai fait un petit travail sur les... Ah non, non, moi, j'ai pas dit ça, je sais Ah, pas. d'accord. Mais Oui, je vous pose quand même la question oui. sur comment à Marseille, qui a jamais été une ville, donc c'est la ville d'où je viens, qui a jamais été une ville où la question coloniale a été très présente, quoi. C'était quelques statuts, quelque chose comme ça, mais c'était pas du tout présent dans le discours. Et depuis bah, justement quelques années, je sais pas si c'est une dizaine d'années, mais environ, disons, il y a vraiment un travail d'élaboration pour des livres qui paraissent, des gens qui vont faire de l'affichage dans la rue, des travaux aussi universitaires. Il y a comme une sorte de dynamique collective
sur faire la mémoire coloniale de la ville. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est produit aussi un petit peu à Paris, peut-être pas dans les mêmes temporalités exactement, etc. Et alors autant j'arrive bien à retracer, on va dire, les événements, donc le fait qu'à un moment donné, il y ait toute une promo de master qu'on mette à travailler sur des archives, et donc il va y avoir des choses, des textes publiés qui vont participer à ça, mais j'arrive pas à repérer qu'est-ce qui fait que collectivement, au-delà d'une espèce d'air du temps, on va se mettre à thématiser cette question. Mais Et peut-être que ça ça ne rejoint, vient pas de France. Enfin, je ne sais pas du tout, hein, mais ça vient donc, peut-être comme vous de... parliez un peu de tout à l'heure Est-ce d'air que du temps, c'est pas un phénomène quand même qui est limité à la France? Donc, il y a diverses influences et il y a des mouvements comme ça. Il y a des mouvements, oui, il faut bien le dire, il y a des courants. Les gens se rattachent à des courants. ouais, mais C'est pas j'aurais trivial, l'intuition hein? Oui, qu'il y aurait qu'il y a une raison, quoi, qu'il y a quelque chose qui structure, mais je sais pas, c'est pas très clair pour moi ce que c'est, quoi. non, je ne sais pas, mais ce serait intéressant à Ouais. étudier peut-être. Oui. D'où ça vient? Bon, il y Ça, a eu peut-être le les différents postcolonial et puis il y a discours. eu le décolonial et je crois qu'on est toujours au décolonial, on n'est pas arrivé à autre chose encore, mais ça va venir. Et donc c'est chaque fois un petit peu autre chose, mais dans le même courant et puis des grands emballements des mouvements de foule aussi, hein. Il y a aussi dans la Oui, mais recherche, du coup, il y a des ouais. courants. Donc j'ai un peu tendance à avoir comme des sortes de régimes d'audibilité, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quand même des choses qui, peut-être pas majoritairement, mais en tout cas de manière plus large, gagnent en audibilité à des moments précis qui, je pense, sont retraçables, ouais. Mm. Mais je pense que tu as parlé tout à l'heure de reconnaître, bon, les questions de colonisation, il y a eu des déclarations, non, je ne sais plus où, en Nouvelle-Zélande, au Canada, enfin, je veux dire, il y a des pays qui ont fait des déclarations publiques, politiques, mais je ne veux pas dire de bêtises parce que je ne connais pas très bien la question. Mais du coup, pareil, je profite pour vous, c'est moi qui vous pose des questions, mais pour moi, c'était vraiment nouveau de travailler sur le texte juridique. Et Et j'avais quand même le sentiment que juste l'analyser comme un discours, bon, on pouvait le faire, mais que finalement, c'était peut-être pas là le plus intéressant. Et vous avez déjà travaillé sur ces types de corpus enfin, du coup, Christine, je comprends que ouais. Et, qu'est-ce que vous Oui, mobilisez comme... mais ça dépend un peu de la perspective, mais on avait fait un travail autour de la, toujours la politisation de l'immigration, autour de tous les débats parlementaires et les transformations. Donc là, ça veut dire que c'est par une thématique et donc de constituer différents types de corpus qui rendent Mhm. compte du travail, pour le coup, à la fois finalement législatif et juridique, les deux forcément étant mêlés. Euh, et je trouve que ça peut être intéressant c'est l'exemple que vous donniez, Julie, sur Marseille. Ça peut être intéressant il y avait Marianne Doury qui avait fait tout un travail dans un bureau de presse où les passants, enfin voilà, commenter, et donc de voir aussi la façon dont le langage ordinaire, entre guillemets, s'approprie ou pas ces discours, les refaçonne. Donc ça peut être intéressant aussi de travailler finalement sur une forme de polyphonie et comment ces différents espaces de discours s'interpénètrent, se façonnent et en tout cas en France c'était très caractéristique de la fin des années 80. Aujourd'hui, mais je n'ai pas fait de recherche là-dessus, hein, donc c'est vraiment un peu très, très, bon, voilà, c'est pas très étayé scientifiquement parlant, mais il me semble qu'on est dans une autre partition d'une certaine façon parce que le contexte a changé, les rapports de force politique aussi. Et par exemple, le discours sur la préférence nationale, entre guillemets, en tout cas, il y a indéniablement, il y a des verrous qui ont sauté et des propos qui étaient tout à fait inaudibles et non, enfin, il y a des discours décomplexés aujourd'hui qui étaient dans les années 80-90 en France, c'était pas du tout imaginable. Donc, je pense qu'aussi ça rend compte de la façon dont on va cadrer les débats et d'une certaine façon des rapports de force aussi
politique. Après, je pense que Marseille, c'est un peu un cas particulier parce que c'est aussi un port. Je pense au MUSEM, je pense que tout ça est aussi euh, lié à des formes d'un travail de la ville sur elle-même, ouverte sur la Méditerranée, donc avec un regard Ouais, aussi ouais, sur... il y a vraiment un ouais, remplacement de. C'était vraiment tout le discours de la migration qui a par contre toujours été très thématisé à Marseille et qui laisse la place en quelque sorte ouais, au discours sur le colonialisme. Ouais. Mm. Et peut-être que dans le discours juridique, mais excusez-moi, je réfléchis à voix haute, là. Dans le discours juridique, euh, bon, on peut relever la présence du colonial, hein, comme vous l'avez très bien fait, mais peut-être qu'on peut aussi essayer de ne pas juste pointer les lieux où il apparaît, mais d'essayer de voir comment ce que ce terme signifie, ses valeurs et ses fonctions en contexte. Je veux dire, de problématiser le terme de colonialisme, etc., dans le contexte juridique et d'essayer à ce moment-là, non pas de retrouver quelque chose, mais de voir comment ça se définit, ça se problématise, ça fonctionne dans un certain type de discours. Alors bon, c'est peut-être ma manie d'analyse du discours, mais ça me semble que ça pourrait être intéressant. Ouais, ouais, je crois que j'avais un peu l'espoir secret que du côté des sciences du droit, il y ait une vision du langage qui nous décale un peu, en fait, et que j'ai pas tellement trouvé. C'est-à-dire que j'étais bien contente de trouver que oui, il pensait aussi qu'il y avait du flou et de l'équivoque, et qu'il y avait des jeux d'interprétation ou des questions pragmatiques. Enfin, finalement, on revenait. Il y avait toute une discussion sur est-ce qu'il faut traiter le langage du droit comme un langage tout à fait spécifique ou est-ce que non, on peut le traiter avec les outils de la linguistique en fait. Et au final, les gens ont conclu que non, on peut le traiter avec les outils de la linguistique. Donc finalement, il y avait guère plus que nos outils, on va dire, déjà mobilisés. Je crois que, ouais, je sais pas pourquoi, j'avais peut-être un peu cette idée que par son côté affirmé de langage efficace, il y allait avoir d'autres choses. Mm. Ouais. Ce que je veux avec les collègues en droit, c'est que il semble avoir une façon de penser le langage à leur façon qui est assez différente de la façon dont on le fait en sciences du langage ou dans les sciences sociales. Et c'est des chaînes de raisonnement, de conclure, d'inférer, etc., qui parfois semblent semble être un peu moins conscient de la part constitutive du langage. Mm. Tout à fait. Mais bon, voilà, c'est encore des observations de l'extérieur un peu, hein. J'ai été dans un projet espagnol avec des juristes et on a essayé de trouver, voilà, améliorer des lois pour, pour, euh, pour faire quelque chose contre les discours de haine. Et donc là, en fait, la question, c'est voilà, comment identifier l'objet haine. Ah oui, oui. Et, et du coup, voilà, c'était en fait, voilà, ces traditions qu'on connaît bien, j'imagine, de, 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 de- de dire que voilà, voilà, faire, c'est dire, c'est faire, par exemple, c'était quelque chose de voilà, de pas très digérable. Ah Pour, oui, Ouais. oui. peut-être une autre voilà, idée, et encore, c'est pas du tout une analyse, c'est juste voilà, ventiler un peu des idées très spontanées. En fait, je vois très bien en fait ce projet de découvrir, de rendre compte d'un colonialisme légaliste, juridique, politique dans un corpus de textes droits.
Et donc, voilà, c'est donc l'idée. Il y a eu un moment où l'État-nation était voilà, un projet colonialiste avec ces droits qui voilà, étaient dans ce sens-là. Mais il y a aussi pas mal de pays qui sont gouvernés, qui ont des corpus de droits et des institutions qui sont tout à fait euh, euh, dans une identité de post-colonialisme. Et en fait, bien sûr, on a eu des États colonialistes, mais on a aussi des États post-colonialistes qui sont marqués, inscrits dans des idéologies post-colonialistes. Et je pense par exemple à l'Union soviétique. C'est un exemple voilà, d'un, d'un post-colonialisme de gauche. Il y a l'Iran, c'est un post-colonialisme religieux. Et encore, c'est très rapide, désolé, hein. Il y a aussi, bien sûr, tous les projets de droite nationalistes qui existent aussi, hein, je ne sais pas, il y a les gouvernements de droit en Europe qu'on a eu en Pologne, peut-être, Hongrie, certainement la Russie aujourd'hui. Donc, est-ce que ce serait intéressant pour toi, peut-être, de rendre compte voilà, de, de, voilà, d'un étatisme post-colonialiste? Mm, mm, mm. Ouais. C'est intéressant, mais c'est un grand sujet, Oui, oui. oui, c'est un grand sujet. Et en fait, Oui. j'y pense parce qu'en fait, en France, on a les deux, hein. Euh, c'est encore très rapide, mais il y a une politique de défense d'une identité culturelle, voilà, dans les médias, dans la production culturelle, par exemple, dans la francophonie. C'est souvent, voilà, avec cette idée post-colonialiste contre les Américains. Mm. Et du coup, voilà, ça donne ce magma, voilà, ce jeu de mots, ces ambiguïtés, ce miroitement de concepts très difficiles. Et je pense que c'est pour ça que c'est aussi difficile et toxique souvent. Ça me fait penser à quand j'avais travaillé sur Hong Kong, il y avait cette notion d'empire colonisé Oui, voilà. qui marche bien parce qu'effectivement, c'est des espaces qui sont sur certains aspects extrêmement prestigieux ou extrêmement dominants et qui sur d'autres aspects se retrouvent complètement périphériques selon les géographies. Et, ouais. Et c'est vrai que j'aurais pas spontanément pensé à qualifier la France d'empire colonisé, mais qui peut se donner à voir comme ça, effectivement, par exemple, sur tout le discours sur la francophonie, etc., quoi, ouais. Aujourd'hui, en fait, quand je suis en France, en fait, il y a des discours de victimisation sans à non plus finir. Et bien sûr, en fait, ça sert à dénier Anglais. tout Ouais. ce côté colonial. Souvent, c'est de droite aujourd'hui, mais pas seulement du tout. Et du coup, voilà, beaucoup de Français que je connais, euh, ils se sentent poursuivis par des Américains. Donc, Ouais, c'est voilà. d'autant plus féroce au Québec aussi. Ouais, ouais. Bah oui, voilà. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, moi, je suis tout à fait entre les pays, donc j'observe et je vois ça dans tous les pays européens. Il faudrait faire une sorte de ethnographie de l'expérience colonialiste, post-colonialiste dans tous les pays européens qui ont exporté leurs problèmes toxiques et leurs traumas colonialistes avec leur langue. Et en fait, avec la latine-américaine, la latine-américaine, c'est un festival parce que là, en fait, par exemple, avec ALED, avec l'association latino-américaine, que j'apprécie beaucoup, hein. Franchement, c'est pas du tout pour dénoncer de quelconque manière. Euh, En fait, il y a des discussions. Alors, est-ce qu'on peut parler euh, euh, notre langue? Et donc, c'est le portugais ou l'espagnol, et pas l'anglais. Et, et bien sûr, c'est des langues impérialistes. Bien sûr. C'est pas du tout les langues indigènes, du tout. Bien sûr. Et voilà, donc ça change tout le temps, hein. Je vous remercie. Je vais être obligée de vous quitter là. Merci beaucoup, Julie. Merci à tout le monde et à la prochaine fois. À la prochaine.
Voilà. Merci beaucoup à toi, Ruth. Très sympa. Il y a un magnifique livre d'un historien qui s'appelle, c'est une petite parenthèse, mais qui éclaire un peu ces questions-là, sur enfin, une personne qui s'appelle William Ellis et ça s'appelle L'esclave qui devient millionnaire. Et c'est quelqu'un qui naît dans une famille d'esclaves à la frontière américaine, états-unienne, mais très proche du Mexique, et qui donc parle anglais et espagnol et Mhm. qui va passer sa vie à faire des trajectoires de passing entre cubains, mexicains, noirs ou blancs américains, et qui finira par devenir millionnaire, comme le titre l'indique. Et en fait, tout le suivi de cette personne montre comment les logiques coloniales, et notamment autour de l'esclavage aussi, se façonnent différemment au Mexique et aux États-Unis. Et en fait, comment le passage des frontières vient poser la question autochtone, vient poser la question de l'esclavage, vient poser la question coloniale, en fait, d'une manière à chaque fois légèrement décalé et qui est vraiment intéressant encore. Ouais, ouais, ouais. C'est, en fait, le passing, c'est exactement ce qui se passe avec les concepts aussi, hein. Ouais. Ça passe d'un contexte à l'autre et ça, ça reprend voilà, un sens tout à fait nouveau. Et du coup, c'est pour ça que c'est si difficile d'en parler, hein. Et voilà, c'est pour les médias sociaux qui font un peu voilà, les controverses, parfois à la con, c'est super. Créer des malentendus, des discussions toxiques, etc. Et c'est très difficile de parler de ça sans tomber dans ces pièges. Oui, soit tomber dans une rigidité définitoire, soit c'est ça, sans se faire embarquer. Ouais. Mm. Est-ce qu'on a d'autres remarques ou réflexions, Julie? Non? Écoute, non, je vous remercie vraiment beaucoup parce que je suis vraiment contente de m'être confrontée déjà à l'exercice, puis de vous rencontrer un peu plus dans l'échange avec le Oui, tout à fait, séminaire. c'était Ouais. super. Ça m'a vraiment donné plein d'idées. Et voilà. J'essaie de comprendre plus ce qui se passe et je découvre des choses et je pense que c'est un sujet passionnant. Il y a de quoi faire en tout cas. Ouais, Et aussi, hein, pour le discours juridique, c'est très intéressant, je trouve, hein. ouais, ouais, en tout cas, j'ai bien envie de creuser un peu plus ça, effectivement. Ouais. Mais ouais, je sens que je suis pas assez outillée, qu'il faut que je rentre un peu plus dans ce langage. Ouais. Et Mm. j'imagine que voilà, il faut apprendre un peu le langage juridique un peu plus, Ouais. et qui est quand même différent. Où Ouais. c'est Oui, des qui est un peu plus débrayé du ah, réel, mais qui n'est pas tout à fait débrayé. Que c'est, ouais. et ce que j'ai compris avec les échanges que j'ai eus avec mes collègues, c'est que voilà, les juristes, ils apprennent cette manière de raisonner dès le départ, dès la première Mm. année. C'est un apprentissage de penser de cette manière. Et donc voilà, j'imagine que c'est tout un univers de spécialistes Mm. qui est tout à fait inconnu pour nous. Et ce serait très intéressant de faire un petit point. Des liens, ouais. Ouais. Oui, c'est ça, parce que ouais, moi, je suis bon, quelqu'un d'assez révolté contre la formalité, et du coup, le... les gens qui travaillent à une extrême formalité du langage me semblent toujours à un endroit étrange, et en même temps, le droit est là, et en même temps, tellement collé à son efficace de pratique, que, je sais pas, il y a quelque chose de troublant quand même ouais, dans Bien ce sûr, langage. ouais, ouais. Ouais. Et après, c'est aussi une pratique, hein, de fonctionner. Ouais, ouais. Donc, c'est une pratique pas forcément consciente, c'est pas forcément Mhm. réfléchi, mais voilà, c'est un truc qui marche. C'est ça. C'est étonnant. Bon, très bien. Alors, je pense que on a, on est arrivé à la fin. Ouais, Merci encore à toi. ben, merci Et beaucoup. Et puis, je te souhaite une bonne suite à Turin. Et merci. Et puis, bonne continuation. Moi, je continuerai à me connecter au séminaire quand je peux. d'accord, avec un grand plaisir. D'accord, merci. Merci. À Alors, bientôt. au revoir à toutes et à tous. Non, à toutes. Je Voilà. crois.